un lieu très particulier qui a une culture déjà un peu longue, où se rencontraient et où venaient s'entraîner les alpinistes, donc des gens qui pratiquaient l'alpinisme généralement en saison d'été. Et donc, enfant, j'ai baigné très tôt dans cette culture de l'alpinisme. Et donc, naturellement, je me suis tourné dès lors que j'ai eu l'âge d'en faire, je me suis tourné vers l'alpinisme. Et donc, pour moi, ça a toujours été plus ou moins indissociable. C'est-à-dire que je suis resté fidèle à cette filiation entre l'entraînement, qui n'était pas vraiment un entraînement, mais qui était déjà une fin en soi, qui est devenu d'autant plus une fin en soi à l'heure où on parle, mais qui était déjà pour certains une fin en soi, puisque les gens qui s'entraînaient à Blot prenaient plaisir intrinsèquement à pratiquer le bloc. Mais moi j'ai conservé donc cet appel de la montagne, et donc je me suis tourné, dès lors que j'ai eu 17-18 ans, je me suis tourné vers l'alpinisme, et j'ai continué, autant que faire se peut, de pratiquer les 2 disciplines, voire les 3 disciplines si on rajoute l'escalade en falaise, un peu tout au long de ma vie. Oui, je voudrais dire un peu de mon itinéraire par rapport à ça, parce que je suis comme eux de ce point de vue-là. Moi, j'ai démarré en 1964. J'ai démarré à Fontainebleau, c'était au début de l'année 64, donc en janvier, on a découvert les blocs de Fontainebleau, ça m'a plu immédiatement. Et en juillet, on était à Chamonix et on a fait de la montagne. L'escalade à Fontainebleau, quand j'ai commencé, c'était un entraînement pour faire de l'alpinisme, comme eux, exactement pareil. Et mon premier achat, ça a été des godasses de montagne, avec lesquelles je grimpais à Fontainebleau. Parce que c'était la culture de l'époque, évidemment, l'escalade, qui commençait petit à petit à émerger un peu, effectivement, comme le dit Alain, les Blosards, ils avaient une pratique qui s'autonomisait un petit peu, et on voyait bien que les blocs les plus difficiles qui étaient réalisés, ils n'avaient pas pour finalité d'aller faire de l'escalade en montagne, qui était objectivement beaucoup plus facile à l'époque, par rapport à ce qu'on faisait de plus difficile à Fontainebleau. Donc de ce point de vue-là, à l'époque, il n'y avait pas de différence. L'escalade, c'était une préparation à l'alpinisme, et on en faisait pour se préparer à l'alpinisme. Mais je pense que c'est pas du tout ça le problème. La question se pose pas du tout dans ces termes-là. L'histoire, c'est une chose. La réalité d'aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. On est obligé quand même de constater qu'il y a eu des évolutions absolument, impossibles à nier. Par exemple, premier constat, aujourd'hui, il y a des millions de grimpeurs qui ne font pas d'alpinisme. Donc ça, et il y a toujours des alpinistes. Mais entre les deux, là, de ce point de vue quantitatif, il y a clairement la grande majorité des gens qui disent faire de l'escalade ne font absolument pas d'alpinisme. Et je parle même pas seulement, il y a évidemment les salles. Dans les salles, là, c'est clair qu'il y a de plus en plus une rupture. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir aussi une rupture entre les salles et la pratique outdoor à un moment ou à un autre. Mais bon, il y a des grimpeurs qui font de l'escalade pour l'escalade, non plus comme préparation à l'alpinisme, mais en soi, pour le geste, pour le plaisir qu'on y trouve, en falaise de la même manière, et quantitativement, ça se mesure. C'est pas une question de dire c'est la même chose. Non, les gens savent très bien que c'est pas la même chose. Alors pourquoi c'est pas la même chose? C'est très simple. Parce que en 1970, au début des années 70, et pas avant, il s'est produit un phénomène, on a équipé les falaises. Le fait d'équiper les falaises, de les rendre sûres, c'est-à-dire de permettre notamment que la chute devienne un moyen de progression, et donc oser des choses qu'on ne pouvait pas avant quand le clou était 7 mètres ou 8 mètres sous les pieds. Là, quand il est 1 mètre sous les pieds, on arrive à développer un peu plus la prise de risque. Eh bien, on a développé le progrès technique, et l'escalade s'est autonomisée progressivement de l'alpinisme. Donc, le changement dans la forme de pratique est tout à fait fondamental. Et par exemple, l'alpinisme aujourd'hui, et c'est la pratique normale de l'alpinisme, c'est on part du pied de la voie, on ouvre son itinéraire, on développe, on cherche où on va être le prochain relais, on pose ses protections, etc., etc. En escalade, c'est pas du tout ça. L'équipement est en place. Dans les voies aujourd'hui, dans les falaises, des dégaines sont en place. C'est une pratique totalement différente. Récemment, il y a un jeune du CAF, du Club alpin français, ils ont fait l'hôtel Supramonte en Sardaigne, à vue dans la journée, avec toutes les dégaines en place, une voie de 12 longueurs, ça n'a aucun rapport avec l'alpinisme. Alors l'exploit, c'était de le faire, et après travail, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé la voie régulièrement, l'ensemble des mouvements, et puis le lendemain, ils ont fait la voie en enchaînant toutes les longueurs. Ça ne se fait pas du tout comme ça en alpinisme. La pratique est complètement différente. En alpinisme, qu'est-ce qui compte?
C'est de repérer où est-ce qu'on va mettre le prochain relais dans une paroi où il n'y a pas d'évidence de progression. Donc la fissure un peu plus à gauche, on fait un pendule, on rechoppe une vire, on retraverse, on passe un petit toit et puis on fait un relais. Bon. En escalade, c'est pas comme ça du tout qu'on fonctionne. En escalade, c'est de la micro-lecture. Il faut valoriser des prises qui sont à peine visibles par moment. Donc c'est un truc qu'on ne fait jamais en alpinisme, sauf quand on veut faire de l'escalade en montagne, où là effectivement la micro-fissure devient une prise utile. Mais du coup c'est la transposition de l'escalade en alpinisme. Donc les pratiques n'ont plus rien à voir. Il y a une rupture complète de continuité entre les deux. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des liens, évidemment. Un très fort grimpeur qui se met à faire de l'alpinisme peut devenir un très bon alpiniste, évidemment, sauf qu'il ne le fait pas en transposant d'un coup tout ce qu'il a appris dans l'escalade. En réalité, il faut qu'il apprenne un certain nombre de notions qu'il ne connaît pas du tout. Prenez Jana Gambrett, la meilleure grimpeuse mondiale, qui a fait une cheminée équipée de façon naturelle, de façon artificielle dans une vallée en Slovaquie. Eh bien, elle n'avait jamais fait de sa vie, c'est une cheminée d'usine, hein, équipée avec des prises artificielles, elle n'avait jamais fait de sa vie plus d'une longueur. Elle ne savait pas assurer, elle ne savait pas faire un relais, elle ne savait rien faire. Et au début, elle apprend sur un mur d'escalade comment on assure un second. Elle n'avait même jamais assuré quelqu'un en tête, parce qu'elle grimpe en tête et elle est assurée par quelqu'un. Donc il fallait qu'elle apprenne tout ça pour pouvoir faire une voie en artificiel, une voie pas naturelle. A vu évidemment dans les conditions de l'escalade moderne pour que ça ait un sens, ça n'a plus rien à voir avec de l'alpinisme. Je veux bien qu'on dise que c'est de l'alpinisme, mais à mon avis c'est se boucher les yeux de ne pas voir la différence fondamentale entre les deux formes de pratique. Prenons le dernier exemple, puis je vais m'arrêter parce que je pourrais parler pendant des heures par rapport à ça. Prenez l'ouverture d'une voie dans les Dolomites, une grande voie dans les Dolomites, face ouest de Lavaredo, qui s'appelle Space Opera. Ça a été ouvert par des Italiens. Ils ont mis plusieurs mois pour faire la voie. Ils l'ont équipée progressivement, ils ont travaillé, ils ont fait les 3 premières longueurs en libre, ils sont redescendus. Et puis ils sont revenus une semaine après, ils ont bivouaqué sur un portaledge au milieu de la voie, en travaillant les pas, en faisant des essais, en tombant, etc. Ils ont ouvert une voie nouvelle qui était impensable à faire autrement, sans la technicité qu'ils avaient appris dans l'escalade moderne. Donc il y a vraiment une rupture totalement fondamentale entre les deux qui se définit par le rapport au risque. Et je dis au risque mortel. En escalade, on a équipé les falaises pour que le risque mortel soit le plus faible possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, évidemment. On peut toujours se tuer partout. Hein. Mais il est rendu minimal. En alpinisme, on sait très bien que quand on fait de l'alpinisme, il y a un risque beaucoup plus important et que justement faire de l'alpinisme, c'est être capable de gérer ce risque. Et je dirais même que ce n'est pas du tout de dire qu'on va là-bas pour le risque. Mais si on ne sait pas qu'on risque sa vie en alpinisme, on a toutes les chances de se tuer. Donc pour ne pas se tuer en alpinisme, il faut savoir qu'on peut le faire. Alors qu'en escalade, on n'a pas ce problème. En escalade, on peut y aller, même un débutant, et par essai-erreur, on fait une petite chute. Alors, si la voie est mal équipée, si ça a mal été pensé, on peut faire des chutes qui sont dangereuses. Et là, ce n'est pas le problème du gars, c'est le problème de l'équipeur qui a mal fait son boulot. Mais il y a vraiment une différence. Et d'ailleurs, très très clairement, ça se traduit par le quantitatif. Les grimpeurs se sont développés en masse. Les alpinistes ne se sont pas développés en masse. Ils restent à l'étiage. Il y a toujours le même nombre d'alpinistes, grosso modo, dans le monde, alors que les grimpeurs ont explosé. Ils sont comptés maintenant par des millions. Donc il y a vraiment une différence entre les deux pratiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ponts, mais il y a une différence. Merci Gilles. Mais je crois qu'on a fait le tour. Non, je voulais revenir sur ce que tu disais sur la fin, et peut-être que Alain pourra nous éclairer là-dessus. Sur le rapport sur l'importance du risque dans les deux disciplines et comment justement le risque les différencie. Alors en philosophie, on aime bien faire des définitions. Alors peut-être que tu peux nous définir le risque et nous expliquer un peu en quoi la nature du risque différerait entre l'escalade et l'alpinisme. Non, mais après, je pense que si on veut s'attarder un peu sur des définitions, il faut déjà définir ce qu'est l'alpinisme et ce qu'est l'escalade. Parce que là, on est parti sur un présupposé comme quoi, si j'écoute Gilles, l'escalade égale escalade sportive. Voilà. Or, l'escalade a une... si on entend par ce terme, je vais vous donner la définition, hein, puisque je l'ai quand même noté. Action de grimper le long de parois rocheuses en s'aidant des 4 membres et en utilisant au mieux ses points d'appui. Donc là, c'est vrai que c'est une définition qui est large, qui se rapproche relativement de la définition de l'alpinisme, puisque l'alpinisme, c'est sport consistant à faire des ascensions dans les Alpes, par extension sur les montagnes. Voilà.
Donc la définition de l'escalade est un tout petit peu plus précise parce que déjà on parle de grimper, il y a le mot grimper, il y a les parois rocheuses, donc ça veut dire qu'on reste strictement sur un terrain plutôt dit rocheux, et on sent qu'il y a quand même une appréhension de ces points d'appui puisqu'on précise qu'on utilise les 4 membres. Alors c'est vrai qu'historiquement, moi j'ai quand même l'impression de voir que les deux activités ont quand même une histoire commune assez longue maintenant, qu'elles ont toujours été tentées d'être séparées. J'ai envie de dire que dès le départ sur la querelle des pitons qui a eu lieu au début du XXe siècle entre Preuss et ses contemporains, à savoir Tita Piaz principalement Tita Piaz et Hans Dülfer, qui eux préconisaient l'utilisation de pitons. À l'époque, c'était pas le spit, c'était le piton. Mais aujourd'hui, la problématique, elle tourne autour du spit, principalement, même si ça concerne toute la chaîne d'assurage. Mais les progrès dans la chaîne d'assurage. Mais déjà, à l'époque de Preuss, il y avait déjà la question de savoir est-ce que l'alpinisme, pour maintenir en vie son âme, est-ce qu'on doit équiper à demeure les parois? On ne parlait pas encore de falaises, mais les parois. Donc j'ai l'impression que cette tension qu'il y a entre les deux activités, ça fait plus d'un siècle qu'elle existe, et on continue d'observer des pratiquants qui tantôt vont sur l'un, tantôt vont sur l'autre. Et dans l'escalade elle-même, il faudrait décliner, regarder toutes les déclinaisons qu'il y a, mais il y a de l'escalade en terrain d'aventure, où le risque est quand même présent. Il y a quand même de l'escalade en paroi, un terrain comme les Dolomites par exemple. Quand on cherche à savoir si on fait de l'alpinisme ou de l'escalade dans les Dolomites, on est toujours embêté. On ne sait pas si... on est un peu entre les deux. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les définitions de l'un et de l'autre sont suffisamment floues pour s'entrecroiser sur certains terrains. Donc c'est pour ça que là, à mon avis, on ne peut pas répondre d'une manière aussi rapide. Et j'ai envie de dire, continuité quelque part, tant qu'il y aura des pratiquants qui seront attirés par l'un et par l'autre et qui pratiqueront en alternance l'une et l'autre, j'ai l'impression qu'elles resteront intimement liées, en tout cas dans leur histoire. Alors, moi j'ai un point de vue assez tranché. J'avais commis un article là, pour Alp Magazine là-dessus. Et pour moi, le problème, c'est le sport. Qu'est-ce que c'est qu'un sport? Parce que l'alpinisme n'est pas un sport. Je ne pense pas que ce soit un sport. L'escalade peut être un sport. Alors, effectivement, le passage de l'un à l'autre n'est pas noir et blanc. Hein. Il n'y a pas une coupure nette et claire. C'est un dégradé de gris entre les deux. Quand on regarde ce que c'est qu'un sport, moi aussi, je fais des définitions. Hein. L'Académie française dit « sert à désigner toutes sortes d'exercices physiques, de jeux d'adresse ou de force ». Alors, je sais pas, ça veut dire faire un concours de plus gros mangeur de choucroute, ça peut être un sport. Ça peut être considéré comme un sport. Pour moi, c'est pas un sport. Donc, il y a un flou. Je suis allé voir sur le comité olympique s'il définissait qu'est-ce que c'était qu'un sport. Il ne définit pas ce que c'est qu'un sport, du tout. Pas du tout dans ses statuts, dans ses textes. Et la définition du sport que j'ai trouvée la plus pertinente, accessible, c'est sur Wikipédia, qui est toute bête. Hein. Et je vais vous la dire parce que c'est intéressant et effectivement c'est lié à une notion de risque. Et vous allez voir, le sport moderne se définit par 4 éléments indispensables: la mise en œuvre d'une ou plusieurs qualités physiques, activité d'endurance, de résistance, de force, de coordination, d'adresse, de souplesse, etc. Une activité institutionnalisée, ces règles tendent à être identiques pour l'ensemble de la planète. Ça c'est important. Une pratique majoritairement orientée vers la compétition, une pratique fédérée. Donc on voit que d'un côté, là, déjà, il commence à se scinder des choses. Et moi, ce que je constate, c'est par exemple quand je regarde une activité sportive, un sport, un vrai sport reconnu comme un sport, prenez le saut en hauteur, le saut à la perche. J'ai jamais vu un sauteur à la perche aller tester le tapis de saut pour voir s'il pouvait tomber dessus ou dans n'importe quel sport, je ne sais pas, moi, le sauteur à la haie, aller voir s'il était allait basculer et s'il était en sécurité pour sauter. Donc pour moi, un sport, c'est une pratique physique où la collectivité prend en charge la sécurité dans un but de sublimer la performance sportive. Le but, c'est la performance sportive, c'est les Jeux Olympiques, c'est le record du monde. Et donc pour ce faire, la collectivité assure la sécurité et il y a effectivement une organisation internationale, des fédérations qui garantissent que le système de mesure soit le même pour qu'il y ait un champion du monde, un record du monde, etc. Et on voit que l'escalade a pris ce chemin-là, puisqu'elle a pris le chemin de l'olympisme.
On voit que moi, par exemple, je m'occupe des sites d'escalade de mon département, enfin je travaille sur les sites d'escalade de mon département. On voit que les collectivités locales sont en train de, suite au déconventionnement des sites, sont en train d'en prendre en charge la sécurité des sites. Donc il y a bien la collectivité qui est derrière l'escalade et qui est en train de prendre à la place du grimpeur la sécurité, en charge de la sécurité du grimpeur. En alpinisme, il n'y a personne derrière vous pour prendre la sécurité en charge. Et votre niveau de performance sportive sera proportionnel au niveau de sécurité que vous serez capable d'amener. C'est-à-dire, si vous mettez un bon coinceur et qu'il est 1 mètre sous vous, vous allez grimper à un certain niveau. Si le coinceur est mauvais, il est 10 mètres sous vous, votre performance sportive va régresser, enfin, sauf exception. Mais moi, ça marche comme ça, pour moi en tout cas. Voilà. Pour moi, donc, les deux activités, c'est là où, si vous voulez, entre l'escalade sportive de compétition, l'alpinisme d'expédition, on va dire, celui qui est reconnu au piolet d'or, entre les deux, il y a un dégradé de passer de l'un à l'autre. Mais d'un côté, on est dans une pratique, l'alpinisme, qui n'est pas un sport, qui est une pratique sportive d'aventure, une pratique physique d'aventure. Et l'autre côté, du côté escalade de compétition, on est dans un pur sport. Et là, il y a scission complète, parce que c'est des valeurs complètement qui ne fonctionnent pas ensemble et qui, même au niveau d'une fédération, sont compliquées à défendre, parce que c'est quand même deux façons de penser, deux discours différents par rapport aux adhérents, par rapport aux assureurs, par rapport aux collectivités qu'on a en face. Voilà. Donc je pense que... Bon, finalement, tu es d'accord avec moi sur le fait qu'il y a une rupture. Oui. Bon, mais on n'est pas d'accord sur les raisons, mais sur le fait qu'il y a une rupture. Bien sûr qu'il y a une rupture. Alors, ceci étant, moi, je ne raisonne pas du tout comme vous deux. Je ne parle pas d'une définition. Une définition qui dirait la vérité, ce qu'est une pratique. Moi, je parle des pratiques. Il y a des pratiques qui existent et que je regarde. Donc, je regarde qu'il y a des grimpeurs qui ne vont pas du tout en montagne, qui pratiquent d'une certaine manière. J'ai oublié de rajouter un truc par rapport à l'escalade. C'est l'invention gestuelle. Qui faisait de la lolotte, qui faisait du derviche, qui faisait du crawl, qui faisait des mouvements qui n'existaient pas avant que l'escalade se développe comme ça s'est développé aujourd'hui. J'ai assisté dans les premières compétitions, puisque j'étais institutionnel à la FFME au moment de sa réconciliation avec la FFE, la FFM et la FFE. Les premières compétitions, une voie qui avait été ouverte par Antoine Le Ménestrel et Fabrice Guillot. La voie sortait par un surplomb où il y avait un énorme demi-cylindre en surplomb. Personne n'est passé. Alors c'était totalement raté comme compétition parce qu'ils sont tous tombés au même endroit, donc il a fallu aller regarder les qualifs pour savoir qui ça qui avait gagné. C'était frustrant comme spectacle. Et les grimpeurs râlaient en disant « Ouais, c'est quoi cette voie de merde, c'est impossible, etc. » Donc on a dit Fabrice et Antoine, montrez-nous faire la voie. Antoine, il monte. Il arrive au niveau du demi-cylindre, il les prend en inversé, il coince les genoux, il lâche les deux mains, il se retourne vers le public en disant voilà, c'était facile. Et Fabrice a fait pareil. C'est-à-dire le coincement de genoux, qui était un truc que personne n'avait imaginé à l'époque. Aujourd'hui, c'est d'une banalité, c'est même tellement banal qu'en escalade, les mecs ils commencent à distinguer la cotation en fonction du nombre de coincements de genoux et du fait d'utiliser ou pas une genouillère pour faire des coincements de genoux. C'est des débats qui n'ont rien à voir. Et c'est pas une question là de. Enfin, c'est de la compétition d'une certaine manière, si on veut. C'est pas de la compétition au sens formel dont l'a défini Manu. C'est une compétition indirecte, liée à la pratique réelle qu'ont les grimpeurs entre eux, qui ont décidé progressivement qu'ils se différencieraient dans leur performance par un certain nombre de critères, dont par exemple l'usage de la genouillère ou pas, aujourd'hui, ou le fait d'avoir fait moins d'essais, de l'avoir fait à vue ou de l'avoir fait flash. Enfin, il y a tout un tas de critères qui n'ont aucun sens en alpinisme, d'une manière générale, et qui font que c'est un sport qui devient effectivement une activité physique, si vous voulez. Moi, je me fiche de savoir si c'est un sport ou pas un sport. Et là encore, c'est la société qui va décider si on institutionnalise plus ou moins, si on le formalise dans des règles qui vont déboucher sur des JO ou pas des JO. Bon, l'activité escalade sportive dans des falaises équipées, si vous déséquipez l'escalade, il y aura des millions de personnes qui arrêteront de faire l'activité. Point. Et qui feront autre chose. Et donc là, il y a vraiment une rupture complète entre... Alors encore une fois, ça ne veut pas dire, et Manu aussi, je suis d'accord avec lui là-dessus, qu'il y a une transition qui se fait d'une pratique à l'autre, et que quand on peut faire de l'escalade, on peut très bien devenir un très bon alpiniste. Alors je termine par un exemple que je trouve personnellement tout à fait probant, Alex Honnold. Tout le monde connaît Alex Honnold. Pour moi, Alex Honnold, c'est un alpiniste.
C'est un alpiniste. Alors lui, quand on dit, il dit non, je suis pas un alpiniste, moi je suis un grimpeur, je fais de l'escalade. Bon, il fait une escalade que personne ne peut faire. C'est le seul au monde à faire le type d'escalade qu'il a fait dans les voies qu'il a fait. Bon. Ça veut dire il a été capable de faire des voies dans un solo intégral, sans aucune protection, sans baudard, sans rien. Il ne peut même pas s'arrêter sur une dégaine pour se souffler un coup. Donc le rapport à la mort, là, il est au maximum. Il ne peut pas se permettre la moindre erreur. Bon. Ce mec, il a été appelé par plusieurs expéditions pour aller faire de l'alpinisme, sans aucune expérience en alpinisme. Il a écrasé les temps. Il a fait des traversées en Patagonie en 1 jour et demi, alors que au départ, ça avait été fait en 4 ou 5 jours. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a tellement intégré le rapport à la mort et la gestion du risque mortel qu'il l'a transposé très facilement. Alors, il n'est pas bon en glace, il le fait dans des ascensions rocheuses, etc. Mais il est de fait un alpiniste de très très haut niveau dès qu'effectivement il y a le risque maximum en jeu. Ils ont fait une expé, je ne sais plus où, je crois que c'est en Canada, en Alaska, où les premiers ascensionnistes avaient fait une traversée pour éviter toute une partie de surplomb pourri. Et lui, il est passé direct. Il a fait une directissime dans le surplomb que personne n'imaginait possible. Parce qu'il a l'habitude d'exposer à un point tel qu'il est capable de gérer ce risque-là de façon extraordinaire. C'est un alpiniste, Alex Honnold. Et c'est un alpiniste justement parce qu'il a su domestiquer à un point incroyable le rapport à la mort qui caractérise l'alpinisme. Et c'est ça qui fait la différence entre les deux pratiques. En escalade, on n'a pas du tout ce problème à gérer d'une façon permanente. Bien sûr qu'on peut avoir peur au-dessus d'un point un peu loin, mais ce n'est pas du tout la logique profonde de l'activité. Quand les gens grimpent, ils s'en tapent totalement de chuter, même ils progressent en chutant. Donc ce n'est pas du tout la question. Maintenant, on apprend à chuter avant même de grimper dans les écoles d'escalade. Donc il y a vraiment une rupture dans le sens de l'activité. Et ce n'est pas une question de définition, c'est une question de pratique réelle. Alors on va parler de pratique réelle justement. Pour ceux qui ont pris le train en route, n'hésitez pas si vous avez des questions. Justement. C'est évident qu'il y a une gradation. Quand on regarde la pratique du haut niveau, c'est là qu'il s'exprime évidemment de façon la plus évidente. Donc, il n'y a pas un alpiniste de haut niveau qui peut dire qu'il ne gère pas, il ne pense pas à tout moment à gérer sa sécurité du mieux possible. Et c'est ça l'alpinisme de très haut niveau. Pour moi, j'irais même encore plus loin. Ce n'est pas le rapport à la mort, pour préciser une chose avant de répondre à ta question, ce n'est pas le rapport à la mort par rapport aux dangers objectifs, par exemple. Même s'il n'y avait pas les dangers objectifs, il y a un rapport à la mort. Quand l'alpiniste il décide à un moment donné, il sait que s'il continue, il ne pourra pas redescendre. Il faut prendre le choix d'aller par le sommet ou alors de commencer la descente. Le gars qui choisit de s'engager jusqu'au bout, d'aller au sommet et de redescendre de l'autre côté, là, il intègre totalement, il sait qu'il a coupé les ponts, il sait qu'il a retiré l'échelle. Donc il sait qu'il prend un risque maximum. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît les grands alpinistes. Si les mecs ils arrêtaient dès qu'ils ont un petit doute et qu'ils redescendaient, il n'y aurait pas des grandes premières formidables et ce ne seraient pas des grands alpinistes. Les grands alpinistes, c'est ceux qui ont été capables de transcender leur peur, d'aller au sommet pour redescendre de l'autre côté. Donc ce n'est pas une question de risque objectif, ça rajoute les risques objectifs, mais ce n'est pas une question de risque objectif. Alors maintenant, par rapport à la piste normale, de standard, etc., le rapport à la mort est évidemment beaucoup plus diffus, on risque beaucoup moins sa vie, objectivement, quand on fait la voie normale du Tour, que quand on va faire, je sais pas, la voie Gousseau de Maison au Joras. Bon, évidemment, mais en l'occurrence, il existe quand même. Il ne faut pas non plus dire je suis tranquille. Non, il y a des crevasses, il y a des minimums de choses à savoir qu'il n'y a pas besoin de savoir quand on fait de l'escalade sportive. Donc le rapport à la mort est beaucoup plus faible, mais existant malgré tout. Et encore une fois, pour moi, l'alpinisme, c'est de savoir qu'on peut se tuer pour ne pas se tuer. Là, c'est un problème technique. Il faut une formation technique de la part des grimpeurs, sinon évidemment, c'est comme tu conduis sans savoir conduire une bagnole, tu as un rapport à la mort qui est complètement con. Donc ça, tu peux l'éviter complètement, évidemment. Donc si tu grimpes avec un mec qui ne sait pas t'assurer, c'est de ta faute d'une certaine façon. Il faut vérifier que le gars il s'est assuré, sinon tu prends un risque idiot. Donc non, ça c'est bien sûr.
Non, 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 c'est pas ça que je dis. Hein. Non, mais là, c'est pas pareil. C'est pas que tu t'attaches pas bien. Tu sais, tu dois savoir t'attacher. Pas le problème. Voilà, voilà. Ben c'est tout ce que je dis. Hein. Oui, non, mais c'est... Et évidemment qu'il y a une rupture qui est beaucoup plus faible quand on fait la voie normale du Tour que quand on va faire des grandes voies en haute montagne. Mais ça vient quand même très très vite. Hein. Quand on fait des voies AD, je me prends la voie au Chardonnay, l'arête fort au Chardonnay par exemple, c'est pas une voie très difficile, mais c'est quand même une voie qui est autre chose qu'une simple balade, quoi. Donc là, tu peux pas dire que tu à aucun moment tu dis attends, faut que je fasse gaffe, ce que tu n'as pas en escalade de manière générale dans une voie bien équipée avec un bon assureur et un encordement correct. Non mais ça oui, mais c'est peut-être bien sûr, c'est peut-être de l'alpinisme à ce moment-là. Bien sûr, mais ça devient de l'alpinisme. Non mais non mais moi je définis les choses par le rapport à la mort. Le bloc à Blo, le bloc expo à Blo, pour moi c'est de l'alpinisme. C'est de l'alpinisme au sens de tu exposes ta vie. Oui. Bien sûr. C'est plus proche de l'alpinisme que la traversée à ras du sol qui là est bon, tu risques pas grand chose. Bien sûr. Pour moi, c'est la gestion de risque. Moi, je parle oui, pas de risque. Je parle pas de risque. Si tu veux, la notion de mort, c'est le risque ultime. Mais tu peux aussi graduer la prise de risque de 0. Si tu veux, pour moi, la différence fondamentale, c'est que d'un côté, en escalade sportive, tu n'as 0 risque si tu fais pas des erreurs de manip sur ce que tu manipules, mais dans l'environnement, te présente 0 risque. C'est pas normal qu'un point cède. C'est pas normal qu'une prise tourne et que tu tombes, et que c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. En montagne, c'est exactement le contraire. C'est normal qu'un point cède, et c'est à toi de l'évaluer, est-ce qu'il va tenir ou pas. Dans une salle d'escalade, tu n'as pas évalué la tenue du point. Il y a un autre exemple, donc il a pas que la randonnée glaciaire. Hein. Moi, il y a la Via Ferrata. Où on classe la Via Ferrata là-dedans? Pour moi, la Via Ferrata, c'est un peu comme l'escalade sportive. C'est-à-dire, c'est un truc où la collectivité garantit la sécurité et il n'est pas normal qu'il y ait un accident, sauf si tu fais une erreur de manipulation, mais ça c'est autre chose, c'est comme conduire sur la route. C'est pas normal que, si tu veux, il y a un trou de 2 mètres au milieu de l'autoroute. C'est pas normal. Mais ça t'empêche pas d'avoir un accident sur la route si tu conduis mal. C'est exactement pareil. Et donc la Via Ferrata, c'est une pratique large qui remplit tous les critères pour être populaire, comme l'escalade sportive, puisqu'il n'y a plus de notion de risque à gérer. Justement, on a dit que c'était difficile. Est-ce que ça existe? Voilà, déjà. Est-ce que le terrain d'alpinisme il est défini? Et autre chose, c'est par rapport à ce que vous dites sur les sites d'escalade. En fait, une chose c'est l'équipement, une chose c'est les manips ou les techniques de sécurité qu'il faut savoir mettre en place, bien sûr. Mais aujourd'hui, aucune falaise est aseptisée en fait. Aujourd'hui, un caillou peut tomber à tout moment et peut nous tuer même dans un site équipé, même dans un site découvert. En fait, aujourd'hui, les sites ils ont été équipés par plein d'équipeurs différents. Les sites ne sont pas toujours entretenus. Les points, ils s'oxydent. Il y a des points qui ont été arrachés. C'est bien sûr la probabilité, je suis d'accord, si on parle en termes de probabilité au niveau de l'alpinisme et de l'escalade, ce n'est pas le même, mais il n'y a pas de risque zéro. Aujourd'hui, une personne, un pratiquant, se doit d'être responsable. Que ce soit en alpinisme ou en escalade. Et aujourd'hui, quand on arrive sur un site d'escalade, il faut qu'un pratiquant sache différencier si c'est du bon équipement. Est-ce que c'est des broches? Est-ce que c'est des skis de 8? Est-ce que le relais est bon? Est-ce qu'il y a un caillou pour une prise qui sonne creuse? Est-ce qu'il y a une écaille qui peut s'arracher? Aujourd'hui, on ne peut pas aller dans un site naturel d'escalade, c'est mon point de vue, en se disant là, il ne peut rien arriver. Mais c'est faux. C'est totalement faux, c'est-à-dire que les collectivités locales qui sont en train de signer des conventions d'utilisation vont mettre des contrats d'entretien pour ne pas arriver dans ces situations-là. C'est-à-dire qu'une Via Ferrata, mais oui, mais c'est ça la réalité. Et là, une Via Ferrata,
Une via ferrata, on ne vous demande pas de savoir si le câble a bien été fixé. Est-ce que la tyrolienne est bien posée? La tyrolienne sur câble. Vous partez sur la tyrolienne sur câble, vous ne posez aucune question. Et vous n'avez pas les compétences en plus pour le savoir. Les compétences sont compliquées pour savoir si un scellement est bon ou pas bon, si la tyrolienne est tendue correctement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Et deuxièmement, la preuve que c'est comme ça, c'est que la FFME, alors vous savez pas, les sports français sont classés au niveau du ministère, au niveau de milieux spécifiques, milieux non spécifiques. Hein. Donc les milieux spécifiques, c'est les milieux dangereux, donc c'est les sports aériens, les sports d'eau vive et les sports de montagne traditionnellement. Et la FFME a déclassé, enfin plus exactement, l'escalade n'était pas classée là-dedans, c'était pas très clairement classé. Elle a classé l'escalade en milieu non spécifique, non dangereux, comme le basket. Sur un basket, quand vous jouez au basket, que vous sautez, vous pendez au panier, on ne vous demande pas de vérifier que le panier soit bien fixé, etc. Mais le panier ne doit pas tomber. Et on est exactement sur cette situation-là pour les sites sportifs d'escalade en France actuellement, juridiquement. Que vous le veuillez ou que vous ne le veuillez pas, c'est comme ça. Oui, oui, oui. Alors en fait, l'escalade, quand ils ont décidé de casser et de la rentrer dans l'argument spécifique, parce qu'à la base, bien sûr, il n'était pas dedans. Non Il y a, spécifique. oui, un argument spécifique qui est au niveau européen, et donc ils ont mis un argument spécifique français. À un moment, on a posé la question, est-ce que l'escalade, on la rentre? Donc, par exemple, nos syndicats et tous les acteurs de la montagne, et les fédérations, ils étaient sur une table à décider qu'est-ce qu'on fait avec l'escalade. En effet, la FFME a été le seul acteur qui a voulu qu'une partie de l'escalade ne soit pas dans l'argument spécifique, à contrario que tout le reste des acteurs en France. Donc en fait, eux, ils ont poussé pour que l'escalade sur les voies d'une longueur ne soit pas dans l'argument spécifique. Et le reste, donc ça c'est une chose, mais on n'est pas tous forcément d'accord sur ça, déjà, parce que l'argument spécifique, c'est pas une pratique dangereuse. En milieu dangereux. C'est dans un milieu où il faut des techniques de sécurité particulières. Voilà, c'est pas la même chose, pour moi. Et après, la comparaison avec la Via Ferrata, je suis désolée, la Via Ferrata, c'est fait par des entreprises de travaux à pro. Mais c'est ce qui va arriver pour les sites c'est d'escalade. pas la même chose. Et c'est ce qui va arriver. Aujourd'hui, voilà, ben nous, on ne veut pas que ça arrive. Non, mais ça, c'est. En fait. Ça, Nous, on ne veut pas que les sites d'escalade soient équipés par des personnes qui font des travaux acrobatiques. Oui, mais ça c'est un autre débat. Parce que le débat, la réalité juridique actuellement, c'est que l'escalade sur site sportif est considérée comme un sport. À côté de Grenoble, c'est un site d'escalade, il y a un panneau pour y aller, il y a écrit stade d'escalade. Hein, il n'y a pas écrit école d'escalade, site d'escalade, il y a écrit stade d'escalade. À Fontaine, il y a écrit stade d'escalade. Et non, mais il faut savoir que juridiquement, on est dans ce cadre-là, que l'escalade est donc gérée comme un sport, l'escalade sportive est sur site naturel, est gérée juridiquement comme un sport. Et on y va, on a tous les éléments pour y aller. On peut y aller contre ça, c'est quasi impossible actuellement. Mais vous, pour être contre ça, et je ne pense pas, c'est une possible Non, mais tendance. on peut être individuellement, mais... C'est une possible tendance, c'est une tendance de notre société, mais ça ne peut pas dire que ça va arriver, et c'est pas pareil dans toute la France et dans tous les départements. Ah ben si. Il y a très peu de collectivités qui gèrent l'escalade pour l'instant, et ça ne veut pas dire que si les collectivités vont prendre la main, ils vont forcément avoir cette façon. Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Dans l'Hérault, il y a un fonctionnement qui est dirigé, Oui, je sais, je connais. Voilà. Ben, Si, ça ne fonctionne pas comme ça. Si, ils sont dans ce cadre-là. Ils sont dans une obligation de résultat. Alors peut-être derrière, Je trouve ça super intéressant parce que là, on est en train de répondre à la question du débat. Ouais. Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y a une rupture? Là, il y a une rupture. Il y a une vraie rupture sur la gestion. Moi, j'ai l'impression que justement, là, les gens défendent que l'escalade, les purs grimpeurs sont en train de dire ah non, mais moi, je veux surtout pas qu'on me dise que je suis en train de faire de l'alpinisme. Moi, je fais de l'escalade et je vais là où tu me dis que je suis en train de faire de l'alpinisme. Oui. Le bloc à Fontainebleau qui dépasse une certaine hauteur, comment on fait pour savoir à quelle hauteur on est dans de l'alpinisme ou dans de l'escalade? Mais encore une fois, c'est pas une définition, c'est pas une question de définition. Si moi je fais 1m30 et que je monte à 5 mètres de haut, peut-être que j'ai un rapport à la mort. Si je fais Non, mais 1m90 et que je monte au même 5 mètres de haut, je fais de l'escalade. Alors, on est en train de faire exactement le même bloc, la même chose, et il y en a un qui a un rapport à la mort et pas l'autre. peut-être qu'il y a deux choses. C'est Du coup, ce que je vois, c'est que sur le Non, même non. support, il y en a un qui va faire de l'alpinisme, un qui va faire de l'escalade. On Oui. discute le support. Ben, Et la limite, eh ben, mais encore une fois, c'est pas une... on est dans des Et si, c'est- Alors, il y a Attends, peut-être une chose, juste un instant, c'est que il y a deux choses en fait. Une chose est de comment on se définit, comment les grimpeurs se définissent, et effectivement s'ils acceptent d'être définis comme escaladeurs ou
enfin grimpeur ou alpiniste, mais il y a le côté administratif, disons, ou légal dont parlait Manu, le cadre, qui lui n'a pas forcément grand-chose à voir avec la façon dont les gens se perçoivent eux-mêmes finalement. Après, il y a Alors, la compétition, la pratique assez privée, c'est peut-être deux choses différentes, mais déjà on est en train de comprendre que l'escalade, elle est ouverte sur différents... alors c'est sûr que c'est des limites, il n'y a pas forcément de... Enfin, même quand on arrive à déterminer un point de rupture, ce point de rupture il est quand même large. C'est pour ça qu'il y a débat. Peut-être Gilles. Ouais. Bon, d'abord, je dois dire, encore une fois, c'est pas une question de définition. Et par rapport à ce que tu disais au tout début, en plus, tu es responsable du syndicat des VE, donc tu es un peu biaisé ton point de vue. Tu as intérêt évidemment à dire que l'escalade, il y a nécessité de tout un apprentissage que grosso modo, il n'y a que les VE qui peuvent fournir. Non, mais je comprends. Je comprends que tu insistes sur le côté, il faut savoir plein de choses qui sont nécessaires. Bien sûr qu'il faut apprendre, ce qui peut s'apprendre de plein de façons différentes d'ailleurs, mais en l'occurrence, il faut apprendre des choses et c'est très très important pour gérer sa sécurité dans n'importe quelle activité. Il faut avoir appris un minimum qui permet de pratiquer l'activité, comme de conduire une voiture, comme de tout dans la vie. Bon, ça c'est pas la question, c'est pas du tout la question. La question c'est le fait que est-ce que l'une pratique par rapport à l'autre, elle se différencie par rapport, moi, ce que j'appelle le rapport à la mort. Alors, je vais revenir par rapport à ça tout à l'heure. Mais c'est clairement oui, d'après les statistiques. C'est une question purement statistique. Quels sont les accidents en alpinisme sur une saison? Quels sont les accidents dans des millions de grimpeurs dans le monde qui font de l'escalade? On voit bien que c'est le pâté de cheval et d'alouette. Le nombre d'accidents dans l'escalade, ce que j'appelle l'escalade moderne, dans les falaises sportives, dans les salles, etc., il est peanuts par rapport au nombre de pratiquants. Ce qui n'est pas du tout le cas en alpinisme. Et la meilleure preuve de ça, c'est que l'escalade est devenue un sport scolaire. Ce qui serait impensable si l'escalade était considérée comme dangereuse. Il suffit de regarder à l'école pour qu'une pratique rentre à l'école. C'est pas simple du tout. S'il y avait le moindre soupçon qu'il puisse y avoir des accidents très très graves de façon anormale en nombre suffisamment important à l'école, l'escalade serait interdite immédiatement. Peu importe, ça, c'est de l'escalade. Ça reste de l'escalade. Et il y a quand même des écoles où ils font des sorties aussi de découverte. Ils le font. Non, d'accord, mais n'empêche qu'ils ont le droit de le faire, que c'est considéré comme une activité suffisamment sûre pour qu'on puisse autoriser qu'elle soit dans les programmes. Il y a des programmes d'escalade à l'école. Donc, pour moi, c'est une des preuves que c'est pas l'activité où il faut, si on fait pas gaffe, on va tout de suite avoir le pépin qui va être. Alors que l'alpinisme, non, bien entendu, l'alpinisme c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas dans les programmes d'escalade, des programmes d'école, et ça sera jamais dans les programmes d'école, évidemment. Alors, pour répondre à toi, oui, mais c'est hyper encadré et ça ne sera pas généralisé comme l'escalade. C'est ce que je disais au tout début. Hein. Non mais, encore une fois, raisonne d'un point de vue global. Le développement de l'escalade, il est par millions dans le monde. Et le développement de l'alpinisme, il est réduit au minimum. À l'école, c'est pareil. Il y a là où la condition le permet, c'est un milieu local, où il y a l'encadrement nécessaire, etc., il peut y avoir de l'escalade, de l'alpinisme à l'école. Mais c'est en fait très, 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 très faible, parce que quantitativement, c'est fondamentalement différent. Alors, dernière chose, pour répondre au rapport à la mort. Le rapport à la mort, ça veut dire deux choses. Il y a un côté objectif, la mort, c'est un risque objectif, on peut se tuer et on se tue, effectivement. Bon, ça c'est le côté objectif. Et il y a un côté subjectif. C'est ça que dit le mot rapport. Le rapport à la mort, ce qui est important, c'est pas le rapport à la mort, c'est rapport. Ça met en rapport deux choses. Ça met en rapport un risque réel objectif et ça met en rapport un individu qui vit le risque objectif ou pas. Enfin, qui vit le risque ou pas, ou qui le comprend ou pas. Donc oui, c'est différent, effectivement. Un type à blot, s'il chope la prise tout de suite avec les pieds encore sur une vire, il n'a aucun rapport à la mort. Et effectivement, pour lui, c'est de l'escalade. Par contre, s'il est obligé de faire un pas super expo pour choper la prise et qu'il y a une très mauvaise chute en bas, il prend une prise de risque qui peut être très grave. Et donc, c'est pas du tout la même activité. Pour les deux, c'est pas la même activité. Et d'ailleurs, à Blot, moi, on vit ça tous les jours à Fontainebleau. Hein. Il y a des blocs où certains n'osent pas y aller parce que pour eux, c'est dangereux. Alors que pour d'autres, c'est absolument pas dangereux. Donc, rapport à la mort, c'est un lien entre l'objectif et le subjectif. Et évidemment, ce rapport, il varie historiquement aussi. La façon dont une société intègre ce rapport à la mort globalement,
influe sur les personnalités des individus et la façon dont ils gèrent leur vie dans la société. Donc oui, ça évolue en plus dans le temps, ce rapport-là. Donc c'est complètement idiot et ridicule de vouloir fixer une limite en disant là on est dans l'alpinisme, là on est dans l'escalade de façon objective finale. Non, c'est objectif et subjectif en même temps. Donc évidemment non, qu'on ne peut pas donner à un moment donné, là je suis dans l'alpinisme ou là je suis pas dans l'alpinisme. Ça dépend de chaque individu et de chaque type de pratique. Alors, moi j'ai une... Attends, attendez, moi j'ai une question à poser à Alain, parce qu'il voilà. me semble qu'Alain, il avait fait un enchaînement qui était le bloc le plus dur de Blo, la voie... Non, tu avais fait ça et une grande face en solo. Ouais, il avait fait trois... Enfin, vas-y. Et j'aimerais savoir, là, comment, toi, tu classes ces trois trucs, ces trois performances par rapport à la notion de risque. C'est-à-dire, est-ce que pour toi, il y a... Donc, il avait fait... Dis ce que tu avais fait exactement. Oui, mon idée, c'était d'enchaîner un triptyque où j'enchaînais 3 disciplines plus ou moins distinctes, à savoir le bloc. Donc j'avais fait un bloc à Blo, c'était en été, donc j'ai pas fait le bloc le plus dur. En été, c'est quand même difficile. J'avais fait une voie en falaise, un 8A+, au Saussois, qui était sur la continuité de la route, et j'avais fini par l'intégrale de Peutret en solo sur le Mont Blanc. Voilà. Non, j'ai pris un café à Host quand même, avant de remonter sur l'intégrale. Non, je sais plus, j'ai dû mettre 42 heures, je crois, pour faire la totalité. Alors, ta question, c'est par rapport à la notion de risque. Sur ces trois activités, c'est intéressant. Ouais, bah, c'est sûr que là, le bloc que j'ai fait, c'est le carnage, pour ceux qui connaissent. Donc, on est pratiquement à aucun risque. Bon, aucun risque, on ne peut pas dire. Quand on compare le basketball à l'escalade même sportive, des morts en basketball, j'en connais quand même pas beaucoup. Hein, par contre, des accidents en escalade, il y en a quand même de temps en temps. Que ce soit quand les cordes sont pas assez longues pour les moulinettes, etc., et j'en passe. C'est des erreurs, mais ça arrive. Donc ça arrive, ça existe. Non, mais je veux dire, on peut partir de la réalité. Tu peux partir de la réalité. Partons de la réalité. C'est pas une affaire de définition là. Un mec qui a un accident en falaise, il a un accident en falaise. Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, dans cette activité, il y a quand même une petite notion de risque. Alors après, qu'il soit recherché par le pratiquant ou pas recherché par le pratiquant, ça c'est une vaste question, parce que même en alpinisme, pour avoir essayé de dénouer cette question-là, à savoir est-ce que la mort ou le risque de mort est recherché ou accepté, déjà c'est pas la même chose. Quand on lit un Guido Lamer, on comprend que Guido Lamer, il est dans une espèce de quasiment de recherche de risque de mort. Et quand on lit par exemple un Doug Scott qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, lui, il est dans une acceptation, c'est-à-dire qu'il dit qu'on ne peut pas faire de l'alpinisme sans être dans une acceptation personnelle du risque de sa propre mort. Mais pour autant, il n'a pas l'air de dire que c'est ce qu'il recherche. Donc la mort n'a pas l'air de faire partie de sa finalité non plus. Donc c'est pas aussi clair que ça, même dans l'alpinisme. La relation à la mort, elle est subjective, comme tu as dit, mais elle est toujours subjective, elle n'est jamais très nette. Donc ça dépend d'un pratiquant de l'un à l'autre. Voilà. Donc dans le triptyque, c'est vrai que je suis parti sur un bloc qui n'avait pas très peu de risques. Voilà. Et après, je suis passé en falaise où c'est pareil, relativement faible. Et après, je suis passé sur l'intégrale de Peutret qui, lui, effectivement, on est dans une ascension qui comporte un certain nombre de risques. Mais moi, je dis, tant qu'il y aura des pratiquants qui jongleront entre l'un et l'autre, voire sur les mêmes supports, ce que tu disais, tu as quelqu'un qui est à Blo et il y en a un, il fait de l'alpinisme et l'autre, il fait de l'escalade, et on est sur le même secteur, on est au même endroit. Donc, pour parler de rupture, c'est quand même compliqué, là. On est sur un endroit identique et il y a des gens qui font 2 pratiques différentes. C'est le quotidien de plein de... C'est un peu... Je sais pas, moi, j'ai du mal à déclarer haut et fort qu'il y a une rupture définitive et que d'un côté, il y a une étanchéité totale entre une... Bah oui, mais rupture, c'est ça. Si tu dis rupture, ça veut dire que c'est fini, les grimpeurs et les alpinistes se côtoieront plus. Non, voilà. Non, et c'est fini. Non. Une rupture, c'est donc, dans les 2 directions extrêmes, si tu veux. Il y a 2 directions extrêmes avec un dégradé entre. Ah oui, mais tant que ce dégradé-là, il existera, on ne peut pas parler de rupture définitive. C'est ce que je dis. Historiquement, il y a eu Preuss versus Dulfer qui s'étripait sur l'utilisation du Python. Et quelle utilisation! Et aujourd'hui, alors, est-ce que Dulfer était un grimpeur, un escaladeur? Non, je ne pense pas, en plus. Non, simplement, lui, il préconisait l'escalade avec l'utilisation de Python parce qu'il ne voulait pas que l'escalade devienne quelque chose de suicidaire, si je vais vite. Preuss, pour lui, c'était important parce que lui, il voyait l'avenir de l'activité qui était compromis par le fait que l'utilisation systématique de Python, en les laissant à demeure, mettait en péril finalement
la notion d'engagement qui, selon lui, était l'essence même de l'activité. Voilà. Et je vois que depuis 100 ans, depuis que Proust est mort, eh ben, on est toujours dans cette tension-là, et il y a toujours des pratiquants qui jonglent de l'un à l'autre, avec toujours des débats sur l'utilisation de tel ou tel outil, tel ou tel progrès, parce que tout tourne autour de la technologie finalement. C'est-à-dire que la chaîne d'assurance, elle devient de plus en plus sécurite. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des gens qui acceptent plus ou moins de prendre des risques. Mais je vois toujours, moi ce que je constate, c'est qu'il y a toujours des pratiquants qui pratiquent les deux. Et c'est pour ça que j'ai quand même envie d'énoncer une forme de continuité et une histoire commune entre les deux activités. Et les gens qui commencent l'escalade aujourd'hui par le mur, c'est pas dit que demain on les rencontre pas sur un refuge pour aller pratiquer l'alpinisme. Je suis d'accord avec l'idée que la continuité de la façon dont tu l'as définie. Mais encore une fois, moi je raisonne d'une manière, je regarde ce qui se passe, statistiquement, il n'y a pas photo. Il y a la grande majorité. Évidemment qu'il y aura des gens qui ont, et ça existe, qui ont commencé par le mur, qui vont devenir des très très bons alpinistes. C'est-à-dire le fait que l'alpinisme se renouvelle dans le type d'ouverture avec des voies qui n'étaient pas pensables avant. Je veux dire, la technicité acquise dans l'escalade a permis d'ouvrir des voies aujourd'hui on peut très bien imaginer qu'on va faire de bientôt éternelle flamme dans les tours de Trango en libre à la journée. Ce qui est un truc qui était impensable quand la voie était ouverte. Donc bien sûr que ça, et c'est très bien, je trouve que c'est formidable ce genre de truc. Mais globalement, quand tu regardes qui pratique et qui fait quoi, il y a la grande majorité, il fait pas du tout d'alpinisme au sens où il refuse précisément de prendre le risque qu'implique l'alpinisme. Et puis il y a une petite minorité qui l'accepte et qui en fait, etc. Donc pour moi, c'est à la fois une rupture de ce point de vue-là et c'est une continuité dans le sens où il y a effectivement toujours du passage de l'un à l'autre. Mais en même temps, le passage, du fait de l'évolution, il va devenir de plus en plus dur pour la grande majorité. C'est-à-dire quand tu commences à faire de l'escalade en salle, la salle, les prises, elles sont pas naturelles. Elles ont des formes même qui n'existent pas dans la nature. Les mouvements, le run and jump, ça n'existe pas. Qui fait du... Alors maintenant si, downwall, ils ont fait un jeté sur une écaille au bout de la longueur. Mais c'est parce que justement, ils commencent à transposer au très très haut niveau le mouvement qu'ils ont fait en salle. Mais c'est clairement dans le très très haut niveau que ça va être possible, ce genre de truc. Donc, bien sûr, mais très, très mineur. Oui, non, mais en ce sens-là, il y a continuité. Mais voilà, ouais, c'est plutôt une porosité, c'est pas une continuité au sens de la logique de tous ceux qui commencent par l'escalade vont progressivement faire de l'alpinisme. Non, la grande majorité ne fera pas d'autre chose que de l'escalade. C'est ça que je dis qu'il y a une rupture. Dans les critères qu'on peut regarder, c'est tout ce qui est environnement sociétal, réglementaire et tout. Là, il y a une distinction qui est claire, c'est-à-dire qu'effectivement, l'escalade est devenu un sport scolaire. Moi, quand je vais dans une mairie et que je parle d'escalade, le maire qui ne connaît rien dans le fin fond de la Drôme, escalade, c'est là où il envoie ses gamins faire une activité. Je lui parle alpinisme, c'est là où on se tue. Et c'est comme ça dans sa tête. Et c'est très clair. Et c'est ce qui se passe. Et donc, je regrette, mais les sites sportifs d'escalade sont en rupture par rapport à une tradition alpine où il y a une gestion de risque. J'ai une question par rapport à ça. Comment vous expliquez qu'un moniteur d'escalade, aujourd'hui, vous encadrez un renvoi, un terrain d'aventure, et c'est un moniteur d'escalade? Parce que justement, c'est un brevet d'État et qu'il faut être breveté d'État pour encadrer un milieu spécifique. Il est pratique de l'escalade à l'alpinisme. Non. Et vous, là, vous donnez une définition de l'alpinisme? Mais parce que le brevet, ça c'est mon point de vue personnel, le monitorat d'escalade est en fait un brevet d'État d'alpinisme. À l'origine, c'était comme ça d'ailleurs. Il était un brevet d'État d'alpinisme. Ce qui donnait accès à la SPI, à la Spirandide. Non, il y a 36 ans. Si. Non, j'en suis. On était brevet d'État d'alpinisme en option escalade. Oui. On n'a jamais eu aucune. Oui, mais il y avait une passerelle sur la SPI. Lui, pour devenir guide, je suis passé par le Oui. Non, mais BE ou... BE. Alors attends. Il y a eu 2-3 ans où le BE était obligatoire, BE escalade et le BE AMM pour rentrer à SPI. Mais ça a duré très peu longtemps. Non, mais peu importe ce que je veux dire par là, c'est que historiquement, si tu veux, pour moi, le BE d'escalade est effectivement un brevet d'alpinisme parce qu'il peut aller sur de l'escalade alpine, rocheuse, mais alpine. Pour moi, l'escalade peut être alpine, comme il y a de la randonnée alpine, il y a de l'escalade alpine. L'escalade, c'est pas qu'une pratique. Là, tu as un discours de scission. Pour moi, il n'y a pas scission. Ce qu'il y a scission, c'est le mouvement compétition et tout ce qui est issu du mouvement compétition.
Mais pour moi, l'escalade rocheuse, alors ça commence sur les coins. Si tu vas à Notes, est-ce que tu fais de l'alpinisme ou tu fais de l'escalade? Moi, tu fais de l'escalade alpine pour moi. C'est de l'escalade parce que c'est de l'escalade rocheuse, mais ça peut être de l'escalade glaciaire. Et c'est une escalade alpine. Alors peut-être il y a une question derrière, peut-être. Oui, désolé, c'est. Oui. Alors, je pense qu'il y a beaucoup plus d'écart entre ce qu'on appelle les e-sports et le sport. C'est un abus et c'est une arnaque ce concept d'e-sport. Parce qu'on utilise l'image que véhicule le sport pour pouvoir faire marcher l'industrie du e-sport. Le e-sport, le problème fondamental de la jeunesse et des enfants aujourd'hui, c'est d'avoir 30% en moins de conditions physiques que celles de leurs parents. Mettez-les derrière les écrans, etc., et vous verrez les dégâts pendant 50 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne développe pas des habiletés avec le e-sport, mais ce n'est pas du sport. D'ailleurs, dans ta définition, ou dans la définition qui a été donnée par Wikipédia, il y avait les dimensions de l'activité physique, la motricité, etc. Bon, donc à dégager. Mais par contre, dans ta définition du sport, tu mets l'alpinisme en dehors du sport, c'est un pôle, mais en définitive, la question de la prise en charge de la sécurité par la société, je regrette, en alpinisme aussi, elle est prise en charge. Non. Il y a les secours en montagne, il y a non, c'est pas la sécurité, c'est ramasser. C'est ramasser après l'accident. C'est pas la sécurité, c'est avant l'accident. Non, on peut aller chercher des mecs avant qu'ils soient morts. Non, mais oui, la prévention. Donc, et puis même tu prendrais la navigation, les grandes traversées, etc. Ben, l'engagement, il n'est pas le même aujourd'hui, même si c'est toujours engagé, que ce qu'il était il y a 50 ou 60 ans avec les balises Argos. Oui, c'est vrai, sauf que quand tu es au-dessus d'un point pourri, l'hélico passe, ça change rien. Et ceci dit, alors si on tranche au niveau empirique, prenez les professionnels de l'escalade et les professionnels de la montagne et calculez le taux d'accident chez les uns et chez les autres. Prenez les pratiquants de haut niveau de l'alpinisme et malheureusement étudiez un peu leur biographie et à quel âge ils sont morts et dans quelles conditions, etc. On verra des grosses différences empiriquement. Donc en gros, le côté empirique, il tranche moi, pour moi. Ensuite, il y a quand même un point commun. Pour moi entre escalade et alpinisme. C'est qu'il y a l'acte de grimper et la motricité qui est mise en jeu, par contre, dans des conditions. Et ça c'est un trait qui est commun. C'est pour ça qu'il peut y avoir un phénomène de transfert entre les habiletés qu'ont développé les gars sur des SAE, etc. Donc ça, c'est quand même une unité dans la pratique. Alors, il y a rupture, mais il y a aussi unité du point de vue quand même de la motricité, même si la motricité peut être la plus experte, elle va être développée davantage en escalade qu'en alpinisme. Encore que même si on prend les alpinistes de très haut niveau, on va voir, bon, je ne reviens pas sur les définitions mais il ne faut pas oublier ça quand même. Donc en fait, ils ont quand même un point commun. Alors justement, ce point commun, il a... Et au niveau des émotions, il y a aussi l'émotion, le risque de chute, perçu de chute, avec plus ou moins de conséquences. Dans les deux cas, l'individu, du point de vue de l'émotion, il va ressentir de quelque chose de très fort. Et c'est pour ça, moi, par exemple, que je pense qu'il faut que les gamins ils commencent et par le solo et par la grimpe en tête. Et surtout pas par la molinette. Ça, développer. Ça, l'émotion... Donc, moi, l'émotion, pour moi, c'est... on va dans faire de la balançoire ou je sais pas quoi, dans un cirque, enfin, voilà. Enfin, dans un manège, voilà, il y a une émotion qui est similaire à la chute, hein, donc pour moi, c'est pas vraiment ça, c'est la maîtrise de l'émotion qui m'intéresse, c'est complètement différent. Mais pour revenir à... Moi, ce que je parle, c'est les deux extrêmes. C'est le monde de la compétition qui est en train de partir dans une direction qui est pour moi pas de l'alpinisme, et pour moi l'escalade est une partie de l'alpinisme, c'est pas quelque chose de séparé. L'escalade rocheuse, l'escalade alpine, j'appelle comme ça. Hein. Voilà. Mais pour parler de la gestuelle, tu as dit, il y a encore ce point commun. Quand tu connais des compétiteurs, tu parles avec des compétiteurs, ils te disent on est en train de basculer sur des compétitions où la gestuelle c'est du parcours, ce n'est plus de l'escalade. Et l'escalade de compétition est en train de s'orienter vers surtout en bloc, vers des gestes qui ne viennent pas du milieu de la montagne, qui ne viennent pas du milieu d'escalade, qui viennent du milieu du parcours. Hein. Donc c'est bien qu'il y a quand même quelque chose qui... Le grand écart devient de plus en plus... c'était le titre de mon article d'ailleurs, un grand écart. Il y a le grand écart qui s'attire, et il y a un moment les adducteurs ils ne vont pas suivre, hein, à mon avis. Et moi je pense que l'escalade indoor sur mur est un truc qui va être... ça va être récupéré par les trucs de gym, des monitorats de gym, des salles de gym, et comme des espaliers, je ne vois pas la différence de grimper globalement hein, sur les espaliers et sur un bloc en salle. Regardez les maquillés, voilà. pas sur des
Oui, on n'a qu'à regarder ce qu'on voit là, toutes les activités sur les murs qui sont proposées, on est plus près de l'espalier que de la grimpe. Il y a plein de choses là, avec les prises qui s'allument, qu'il faut toucher, des choses comme ça, qui sont des jeux. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, mais c'est un autre monde. Moi, je trouvais que c'était assez intéressant sa façon de présenter le truc, c'était de dire que, bah oui, il y a des points de continuité, la grimpe et la gestuelle, c'est un point de continuité, et puis après, dans l'esprit et dans la façon de fonctionner, il y a des choses qui vont opposer un peu les activités. Mais là encore, il y a une forme de continuité dans ces trucs qui vont opposer dans l'esprit. Il va y avoir des choses différentes. Moi, j'avais pour habitude de dire la grosse différence entre la grimpe et l'escalade et l'alpinisme. L'escalade et l'alpinisme, il y en a un qui fait le matin, il y en a un qui fait l'après-midi. Et c'est juste pour dire, voilà, c'est plus une différence d'approche en termes d'investissement personnel. Mais ça peut reprendre la prise de risque, ça peut reprendre plein d'autres choses. La prise de risque, c'est un des exemples qui va dissocier avec l'escalade sportive. En majorité. Mais voilà, ça rassemble et stabilise, mais il y a une certaine continuité dans tous les sens du terme, qui va d'un extrême à l'autre. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a du commun. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a du commun, mais qu'il y a aussi du divergent. Et justement, on est en train d'essayer de poser des points de repère entre les deux, savoir si ce grand écart va nous casser les adducteurs ou pas. Peut-être que... Question derrière, là. On parle souvent de prise de risque. La prise de risque, c'est très lié à la personne, à sa formation, à son éducation, à sa technique. C'est vrai que si on fait les guides du tour pour un guide, il n'a pas l'impression de prendre beaucoup plus de risques que celui qui va aller sur un site sportif avec un minimum de connaissances, c'est-à-dire le relationnel. Par contre, lui qui a pratiqué que dans les salles, qui a fait un site sportif, qui va faire les guides du tour avec très peu de formation, il va avoir l'impression, j'ose espérer pour lui, il doit rester sa vie en permanence. Donc, c'est sûr qu'il va tomber dans la première phrase. Donc, pour dire que quand même, il y a un relationnel entre les deux qui est très lié à la personne. En autant de risques, finalement, si je passe une fois pendant un premier tour, même le type qui est dans la salle, qui va pour la première fois en parallèle, il va pas avoir l'impression, même si c'est un type sportif, il va avoir l'impression de prendre des risques importants. Parce qu'il n'a pas été formé, il n'a pas été dans l'institut, des choses qui sont peut-être importantes à la fois. Par contre, ce que j'ai toujours trouvé extraordinaire dans notre activité, et que je disais encore hier, c'est que tu peux commencer à découvrir l'escalade sur un mauvais plan artificiel au fin fond d'une salle communale. Ce que vous espérez, c'est encore des salles communales qui proposent l'escalade, ce n'est pas que des salles communes, ça s'appelle le débat. Ou sur un petit mur d'escalade, une petite falaise d'escalade plus ou moins bien équipée. Mais le jeune qui commence avec ça, il a le choix. C'est-à-dire, à un moment donné, il va peut-être terminer sur un podium olympique, sur un sommet himalayen, ou en train de faire de belles voies dans le terrain. Donc je trouve que quand même, c'est assez extraordinaire. Oui, ça c'est sûr. Bien sûr, mais encore une fois, c'est l'évolution statistique des choses font que la grande majorité ne fera que de l'escalade et puis il y aura une petite minorité qui fera le parcours que tu fais et c'est super qu'ils soient capables de faire ça. Et d'ailleurs, pour moi, là je me différencie un peu de ce que dit Manu, pour moi, je vois évidemment des trucs abyssaux de différence entre ce qui se passe dans les Jeux Olympiques et le type de grimpe qui se développe, qui effectivement est de plus en plus de la gym, qui a de moins en moins de rapport avec l'escalade telle que nous on l'a connue, et puis une pratique même basique de l'escalade par le tout venant. Mais en l'occurrence, je ne dis pas que c'est mauvais ou que c'est dangereux pour le reste de la pratique. C'est simplement une évolution dans un certain sens qui est une forme de culture différente, qui a d'ailleurs des limites. J'ai entendu il n'y a pas longtemps une interview de Ondra qui disait que s'il n'y avait pas eu les JO, il y a 2 ans qu'il aurait arrêté la compétition parce que c'est trop brutal pour son corps. Il a les épaules en capilotade, il a les articulations qui répondent plus et que donc il va y avoir des limites et que comme on a aujourd'hui des gens qui sont de plus en plus jeunes qui font ce type d'escalade-là, bah, ça va faire comme les gymnastes. À 21 ans, ils auront fini leur carrière et ils feront à ce moment-là, peut-être qu'ils feront de l'escalade classique comme nous on l'a fait, ou voire même de l'alpinisme, mais ils feront plus de l'escalade de très haut niveau parce que c'est trop brutal sous la forme que ça prend en ce moment. Donc il faudrait évidemment que l'escalade elle-même, de ce point de vue-là, ce qui se fait dans les JO, ça intègre cette dimension si elle veut durer et qu'au bout d'un moment, on ne considère pas qu'on est obligé comme en Chine, recruter des gymnastes à 3 ans et puis de les mener à la schlag pour avoir la médaille olympique à 18 ans et puis après, basta, démerde-toi. Bon. Donc oui, il y a une évolution sur laquelle il faut combattre, mais là, ce n'est pas lié à la nature de l'activité, c'est lié à la société qui, dans telle aujourd'hui,
utilisent une forme de pratique pour pouvoir faire du fric avec les JO, vendre du matériel. Bon, le salon, c'est un exemple. Hein. C'est frappant quand même la marchandisation qui envahit l'activité dans tous les domaines. Alors c'est très bien, ce qui est formidable, c'est que pour l'instant, il y a encore un état d'esprit qui fait qu'on organise des débats, on discute de problèmes généraux autour de la pratique avec des pratiquants, etc. Mais le fond de l'affaire, c'est quand même que tout ça, c'est un problème de business, et ce problème de business, il est en train de gangréner aussi en partie les pratiques, hein. Faut bien le reconnaître. Alors ça, c'est une chose dont on allait parler, la commercialisation, mais peut-être avant, j'aurais aimé revenir sur un truc dont on n'a pas parlé encore, et peut-être qu'Alain, tu pourras me répondre. En fait, qu'en est-il des valeurs? Est-ce que dans les deux disciplines, est-ce que les deux disciplines incarnent des valeurs qui sont différentes? À quel point elles sont communes? Parce que par exemple, dans la course en montagne, il y a un aspect aventure qui est d'ailleurs lié au risque, qu'il n'y a pas forcément dans toutes les pratiques d'escalade. Il y a un aspect aussi de fuite du plancher des vaches, qu'on peut retrouver dans l'escalade, dans ce qu'elle avait d'anticonformiste à la naissance de l'escalade libre. Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est un peu compliqué comme question, mais... Ouais, c'est pas évident de répondre. Les valeurs qui vont... Vas-y, réponds d'abord si tu veux. Ça te laissera le temps de réfléchir. Je rebondirai si Bon. je peux. Moi, je pense que c'est une question pour moi que je trouve très 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 piégée et pas bien posée, parce qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque à une pratique quelle qu'elle soit. Il y a des valeurs dans une société qui, pour moi, sont des valeurs d'entraide, de convivialité, de coopération, etc., d'émancipation globale, faire que des êtres humains deviennent le plus riches possible dans toutes les dimensions qui caractérisent leur vie. Donc c'est ça les valeurs qu'une société devrait pouvoir développer, et chaque pratique, avec ses spécificités, permet ou pas d'aller dans ce sens-là. Donc on peut faire de l'escalade en consommateur et n'y avoir aucune valeur derrière cette activité, sinon payer son ticket et puis faire sa séance et puis basta. Ou on peut au contraire découvrir un monde nouveau, s'enrichir de plein de dimensions, gérer le risque, faire la connaissance de l'autre, faire confiance à l'autre. Donc c'est pas des valeurs de l'escalade, c'est des valeurs que permet la pratique de l'escalade, peut-être de façon plus importante que d'autres formes de pratique, mais dans d'autres formes de pratique, il y a aussi le même type de valeurs si on vise l'émancipation et la vie en société la plus riche possible. Donc pour moi, ce n'est pas une question de valeur qui serait interne à une pratique donnée. Et alors par rapport à la deuxième partie de la question, il y a évidemment une image, alors on est dans la subjectivité du grimpeur, les grimpeurs ont tendance à se penser différent des autres parce que c'est plus libre, il y a un côté libertaire, on recherche sa propre personnalité à travers l'escalade, on vit en marge de la société, on s'évade d'une vie contraignante et pénible pour retrouver l'espace de liberté dans la hauteur, etc. Bon, très bien. Ça, c'est formidable, parce que le résultat de ça, en réalité, c'est d'intégrer subjectivement l'idée qu'on est différent des autres pour finalement se comporter comme un homo economicus et en fait être le proie de la marchandisation de l'activité. Plus on se sent différent par rapport au développement global de la société qui se déroule sous nos pieds, et nous on prend de la hauteur et on regarde ça de haut, plus en réalité on risque d'être la proie des comportements marchands qui vont gangréner petit à petit les activités, qui sont en train de gangréner petit à petit les activités. Donc il n'y a rien de plus favorable pour le développement du marché à ce que les pratiquants se pensent à l'extérieur du marché. Je pense qu'il faut au contraire intégrer le fait qu'on est dans une activité qui se marchandise de plus en plus pour échapper. C'est comme le risque de la mort. Si on ne sait pas qu'on va se tuer en alpinisme, on va se tuer. Il faut savoir qu'on est en train de se faire bouffer petit à petit par la marchandisation pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'escalade. La société est en crise parce qu'il y a des capitaux qui cherchent de la rentabilité. Et la rentabilité qu'on avait avant dans l'industrie, dans les services, elle est en berne. Il n'y a plus de progrès, il n'y a plus de gains de productivité dans la production globale. Donc il faut retrouver des gains de productivité. Comment ça se fait? Il faut défricher des nouveaux territoires où ça ne s'est pas encore fait. Il y en a un, c'est l'Afrique. Ailleurs, c'est fini, la mondialisation à tout prix. Donc l'Afrique, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut envahir des nouveaux secteurs où il n'y avait pas encore cette recherche de rentabilité. Quels sont les 3 grands secteurs principaux où ça se produit? Les activités de loisirs, de manière générale. Ce n'est pas un hasard que c'est en Afrique que se développe la Coupe du Monde de foot, les championnats du monde d'athlétisme, les prochains Jeux Olympiques pour lesquels le Maroc est candidat après Los Angeles. Donc l'Afrique et le marché des loisirs, c'est en train d'être un des lieux où les capitaux cherchent à se rentabiliser. Le deuxième lieu, c'est tout ce qui est le vivant. Le Covid nous donne un bon exemple des vaccins.
Il y en a un qui est en train d'envahir à partir de l'Afrique du Sud. On est en train d'essayer de vacciner 3 fois les gens en France. On n'a pas vacciné les Africains, et ben voilà, il y a un nouveau virus qui est en train d'arriver d'Afrique. Bon. Donc, parce qu'évidemment, ils ne sont pas solvables. Donc, il vaut mieux vendre une 3e dose à des gouvernements occidentaux qui ont les moyens de le payer que de donner du vaccin gratuit à des Africains qui ne peuvent pas le payer. Et puis, le 3e domaine, c'est évidemment les données personnelles. C'est Facebook et compagnie, où on est en train de piquer la totalité des données, des informations que les gens génèrent gratuitement eux-mêmes pour leur vendre des produits dont ils n'ont pas nécessairement besoin. Donc ces 3 grands domaines, c'est les domaines où le capital en recherche de rentabilité cherche à s'investir. Donc on est en plein dans notre activité, mais il n'y a pas que nous. L'ensemble des activités de loisirs sont dans ce domaine-là, sont la cible prioritaire de cette recherche de rentabilité pour des capitaux en mal justement de rentabilité. Donc on est vraiment dans le cœur de cible. Donc il ne faut pas s'étonner s'il y a des effets de marchandisation sur lesquels il va falloir se bagarrer si on ne veut pas se faire bouffer à la fin. Ce que tu me dis, ça me fait penser que pas plus tard qu'hier, j'ai vu dans le Grimpé Magazine une belle photo, une belle image avec un grimpeur dans son van avec écrit ni Dieu ni maître, anticonformiste, et c'était une pub pour une société de van. Voilà, parler d'ironie. Tu peux nous la citer parce que c'est super. Elle est en dernière page. Ah, je sais plus. C'est Grimpé, mais je sais plus quel numéro. Si, il avait fait un collier. Non, c'est pas ça. La race des seigneurs. Il a fait un jeu de mots avec son nom. Oui, qui n'était pas terrible. Rapidement peut-être, parce que je crois que là on a dépassé l'horaire. Il y a quand même, là aussi, il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que l'alpinisme a une notion de valeur, c'est la cordée. On vous a dit que c'était important, c'était le premier de cordée, et on sait tous par expérience que ce qui est important, c'est le dernier de cordée. Parce que la cordée avance au rythme du dernier. Donc ça, c'est une notion qui reste dans l'alpinisme, sauf si on fait du solo, ce qui est quand même très marginal, et qui reste fort. En escalade, on n'est pas là-dedans, parce que globalement, sur l'escalade sportive, je parle, c'est une performance individuelle. Vous pouvez grimper, moi je grimpe couramment dans mon niveau avec des gens qui ont un niveau différent, et chacun grimpe dans son niveau, chacun fait sa performance de son côté. Moi je l'assure, la personne m'assure, mais c'est une pratique qu'on pratique ensemble, mais c'est une pratique individuelle dans la performance. Alors qu'en alpinisme, la performance dépend entièrement de la cordée et de l'ensemble de la cordée. Oui, non, sauf le solo, mais c'est... Le solo, il est monté en puissance dans les années 80. C'est pas oui, mais c'est marginal des gens qui font du solo. Pas marginal dans la médiatisation. Hein. Oui, mais c'est... Lisez le revue d'alpinisme. Non, mais Le solo, même en alpinisme, reste une pratique assez marginale. ça reste marginal. Oui. Ça reste en termes de pratique, hein, si on regarde le nombre de pratiquants en solo. Oui, des coups de flash dessus, mais en termes de pratiquants, c'est pas ça revient un peu avec le trait en altitude, mais quand même, ça reste encore marginal. Ouais. Bon, je crois qu'on n'a pas fait le tour du sujet, mais que ça dépend plus à la nature du sujet que de la qualité des intervenants ou du public. Merci à tous les 3. De rien.